bienvenue à Mille et une cultures, votre émission sur la diversité culturelle. Dans cette émission, on va parler de danse avec Audrey Gossiran. Audrey, formée au Conservatoire de danse de Montréal. Elle a été nominée en 2019 pour une de ses œuvres qui a d'ailleurs allumé Myriam Matondo, notre chroniqueuse, et qui fait qu'aujourd'hui, Audrey est avec nous. On parle de portrait dansé. Bonjour Audrey. Bonjour. Voilà, alors Audrey Gossiran, fascinée par la danse, une pluralité de danses. Vous avez été formée par des maîtres au Brésil, à Cuba, à New York et au Conservatoire de danse de Montréal. Un parcours, j'imagine, qui date de très longtemps et qui vous mène aujourd'hui ici à Montréal. Parlez-nous un peu de ce qui vous a amené à la danse. Donc, j'ai commencé à danser très tôt, j'avais 4 ans. Puis c'est un peu un héritage de ma mère qui, elle, a toujours voulu danser. Donc, c'était de parents portugais. Ils n'avaient pas beaucoup de sous. Donc, elle aimait beaucoup danser, mais elle n'avait pas la possibilité de danser dans des cours de danse. Donc, elle nous a mis, moi et ma soeur, dans des cours de danse très jeunes. Fait que ça a commencé avec la découverte de la danse comme un loisir. Donc, pendant des années, ça a été quelque chose que je faisais à l'extérieur de ma vie scolaire. C'est assez tard parce qu'il y en a qui se forment très jeunes en danse, mais moi, ça a été plutôt tard que j'ai réalisé que je pouvais faire carrière en danse, je pouvais faire une formation en danse professionnelle, donc il n'y avait pas vraiment d'artistes autour de moi dans ma famille. Donc, j'avais 19 ans quand j'ai entrepris une formation professionnelle, donc c'est plutôt tard, je suis conservateur de danse. Mais j'avais déjà beaucoup d'expérience comme j'étais à voyager, donc j'ai comme cumulé les différents types de danse, puis ça a beaucoup nourri mon parcours par la suite. Donc, oui, j'ai une formation académique qui est plus axée sur le ballet, mais j'ai été chercher justement la danse cubaine à Cuba, j'ai été chercher tout ce qui est samba et tout ça au Brésil, la salsa new-yorkaise à New York. Donc, j'ai vraiment plusieurs influences qui font que mon parcours a été vraiment teinté de ces différents styles-là. D'accord. Des styles métissés aussi. On sait que vous avez une prédilection pour le métissage, donc découvrir d'autres cultures, mais les mettre ensemble, mais aussi une métissage dans le mouvement. Hein? Vous expliquez ça un peu. Oui, donc c'est ça, toutes ces influences-là. Après, pour moi, le corps fait un, donc il y a une amalgame qui se fait de ces différents langages. Donc, c'est très, très rare que je vais créer quelque chose qui est de style pur. Donc, ma façon de m'exprimer pour moi, c'est d'aller chercher différents éléments et de les mettre ensemble de façon à ce que ça crée un nouveau langage qui est fluide, finalement. D'accord. En pratique, ça donne quoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas un spécialiste de la danse. Vous parlez de métissage dans le mouvement. Moi, j'ai lu un peu, je suis curieuse. Puis, je lis transposer un mouvement vertical en horizontal. Ça donne quoi si on parle, mettons, du ballet africain ou, donc, si on parle de justement cet exemple-là, on pourrait parler, mettons, du flamenco. D'accord. Donc, parlons du flamenco. C'est une danse qu'on voit généralement la danseuse debout en train de faire des mouvements percussifs avec ses pieds. Et là, si on met cette danseuse couchée au sol, donc là, déjà, on change complètement l'esthétique. Et qu'on dit, OK, on veut garder toute l'esthétique des bras qui reste très flamenco, on veut garder un travail percussif, mais qui va peut-être être plus dans les mains, le corps, et travailler. Déjà, essayer de faire de la percussion de pied en étant couché au sol, c'est un défi. Donc, c'est un peu le genre de défi que j'aime prendre, de dire, OK, là, on parle plus d'une position au sol qui serait de la danse contemporaine, mais d'amener le vocabulaire du flamenco pour travailler. Donc, c'est le genre de métissage que j'aime faire. D'accord. Et vous prenez aussi la danse comme un moyen d'expression des enjeux sociaux, des enjeux politiques. Vous dites quelque chose de très poétique et de vrai aussi, c'est qu'on n'a pas toujours besoin de paroles pour s'exprimer. Donc, quelque chose qui est vraiment, qui est nouveau, qui reste quand même, on pensait que la danse c'était juste une expression musicale, du corps par rapport à une musique. Vous en faites quelque chose de politique. Hein? Oui, c'est devenu quelque chose de très important avec les années dans ma démarche comme chorégraphe. Puis en fait, pour moi, c'est important parce que c'est quelque chose qui me porte. La politique, les enjeux sociaux, c'est quelque chose que j'ai le goût de me battre de ma façon.
Le mouvement, c'est probablement la chose la plus difficile à utiliser pour avoir un message politique. Mais en même temps, ce que j'ai trouvé avec au fil du temps, c'est qu'il y a quelque chose de très poétique. Parce que là, on n'est pas dans le message médiatique ou le reportage, le documentaire. Donc, tout ça m'influence, mais après ça, moi, quand ça passe par le corps, ça devient sublimé, poétique. Donc, on a plus une émotion que les gens vont peut-être sentir. Donc, au lieu d'avoir des faits, des informations, on va être peut-être plus porté par l'émotif. Moi, je pense que ça peut toucher autrement le public. D'accord. Parlant de public, ça a dû vous manquer cette année, l'année d'avant aussi avec la COVID. Comment vous vivez ça, vous? Est-ce que vous continuez à créer ou avez-vous eu ce passage à vide qu'ont eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés comme la page blanche de la danse ou du chant, de l'écriture pendant la première année? C'est sûr que ça a été un moment difficile. Je pense qu'on s'est tous questionnés, remis en question. Mais pour moi, j'avoue que j'ai été chanceuse. J'ai continué la création. Déjà, dès que la pandémie a tombé, vu que je travaillais déjà avec le numérique, j'ai dit, OK, moi, je veux tester, je veux expérimenter avec la diffusion web, avec les performances en stream live, donc vraiment avec les gens, mais sur une plateforme Internet comme Facebook Live. Donc, c'était déjà des trucs que j'avais en tête. Donc, j'ai continué la création. En fait, il n'y avait plus vraiment l'opportunité d'être en spectacle devant des gens. C'était très difficile. Donc, c'était soit on passe par l'Internet pour être en lien avec le public ou on s'en va vers la création. Donc, là, ça a été la deuxième étape. Donc, là, j'ai démarré un nouveau projet qui s'appelle Mosaïco. Donc, on a eu beaucoup de support des gouvernements pour pouvoir créer, là, parce qu'on pouvait justement plus faire beaucoup de spectacles. Donc, les théâtres nous offrent des résidences, il y a des subventions du gouvernement. Donc, j'ai essayé de profiter de tout ça pour commencer une nouvelle pièce que j'avais en tête depuis un certain temps. OK. Mais parlez-nous de cette pièce, d'ailleurs. Je voulais qu'on en parle un peu plus tôt, mais comme vous l'abordez, Mosaïco, que j'ai trouvé extrêmement important, puis très en phase avec ce qui se passe actuellement, que ce soit le numérique, mais aussi la diversité culturelle un peu, là. Oui, donc moi, j'avais envie d'explorer la question identitaire. La question identitaire est forte au Québec. C'est quelque chose qui revient beaucoup, tant chez les Québécois que chez les gens de minorité. Puis moi, étant justement dans ces origines mixtes, donc québécoises et portugaises, avec un historique particulier au niveau de la culture portugaise qui a été quand même plutôt abandonné à mon niveau familial. Donc, moi, j'avais quelque chose à travailler personnellement avec ça. Puis, comme mes œuvres sont plus d'aspect social, je voulais élargir à d'autres individus, d'autres expériences. Donc, pour moi, c'est toujours plus large que juste moi-même dans mon processus de création. Donc là, je me suis dit, OK, c'est le temps de commencer à créer ça. Puis, en fait, le point de départ pendant la pandémie pour le projet Mosaïco, ça a été une résidence de création qui a été offerte par le Petit Théâtre du Vieux-Noranda, donc en Abitibi. Eux, ils aimaient déjà ce que je faisais au niveau du numérique, donc ils voulaient nous permettre l'accès à un théâtre pour explorer la relation entre l'interactivité du corps avec le numérique. Donc, comment est-ce que mon corps en mouvement peut affecter une technologie quelconque. Donc là, c'est un concept très large, mais avec ça, j'ai relié le thème Mosaïco qui était la question identitaire. Donc, je voulais avoir des individus, des influences diverses avec ces questionnements-là et affecter une projection. Donc, on parle de projection d'image, comme on peut souvent voir dans des performances. Donc, le fond blanc devient une toile de projection où est-ce qu'on voit plusieurs images. Et selon les mouvements des danseurs, il y a ça affecte ce qui se passe à l'arrière. Donc, c'est vraiment interactif. C'est le danseur qui va contrôler d'une certaine façon la projection visuelle. Donc, on est en train de travailler à finir ces éléments-là. Donc, la thématique, la projection visuelle, mais tout ça commence à se construire. Puis c'est vraiment un projet qui est excitant, mais de longue haleine. Donc, ça va prendre un certain temps avant de pouvoir construire ce projet pour moi, qui est une plus grande réalisation, donc avec plusieurs danseurs sur une scène,
dans un grand théâtre. Donc, c'est un peu ça la vision. D'accord. Un projet en cours actuellement, comme vous dites, puis qui va, vous pensez le porter au public dans quelques années, en 2021 ou en 2022? Ça s'annonce pour être plutôt en 2023, donc début 2023. On va peut-être avoir quelques présentations devant... des fois, on fait des présentations devant un public restreint. Donc, à la fin 2022, pour tester un peu la pièce, avoir la réaction de quelques individus pour peaufiner puis vraiment présenter un public plus large en 2023. D'accord. Alors, Audrey, on va prendre une petite pause, le temps de laisser la place à Myriam Matondo, notre chroniqueuse culture, tendance et mode, dans sa chronique On dit quoi? Myriam qui a d'ailleurs eu un coup de cœur pour Portrait dansé, puis on va parler de Portrait dansé à notre tour. Bonjour en mode, aujourd'hui on vous partage une astuce pour faire durer votre rouge à lèvres. Avec le port du masque obligatoire dans les espaces publics, on aurait tendance à ne plus vouloir porter de rouge à lèvres. Avec cette astuce, vous allez pouvoir limiter les dégâts et diminuer le transfert de votre rouge à lèvres sur votre masque. D'abord, vous pouvez préparer vos lèvres en faisant un gommage doux. Appliquez ensuite généreusement un baume à lèvres qui est riche et laissez reposer quelques minutes. Privilégiez un rouge à lèvres qui est liquide, de tenue longue. Si vous optez pour un classique, choisissez-en un qui a un fini mat. Définissez le contour avec un crayon et colorez l'intérieur de vos lèvres. Et pour terminer, appliquez le rouge à lèvres et enlevez le surplus de matière avec un mouchoir en papier que vous tapotez sur vos lèvres. Appliquez enfin une légère couche de talc à travers le mouchoir en papier et le tour est joué. Si vous avez des petits ou des grands curieux de nature à la maison, Radio Plante suscitera certainement leur curiosité tout en les amusant. Ces balados jeunesse du Jardin botanique de Montréal sont présentés par Espace pour la vie Montréal en collaboration avec La Puce à l'oreille, une compagnie de création, production et diffusion de contenu audio narratif francophone pour enfants. Les enfants de 7 à 9 ans iront à la découverte du fascinant monde des végétaux avec par exemple Louis Maïs, Méline Aubépine, Zoé Dionnet, René Pinette ou encore Liseran Deschamps. Toutes des plantes journalistes, animatrices ou chroniqueuses déterminées à leur faire découvrir la science derrière des histoires présentées sous forme humoristique. Le balado Radio Plante, c'est la radio pour et par les plantes et c'est sur espacepourlavie.ca. La ville de Laval invite ses citoyens et organismes à prendre part à la consultation publique en lien avec le projet de programme particulier d'urbanisme, le PPU, qui a été adopté le 4 mai dernier. Alors, comment faire pour y participer? La première étape, c'est d'aller s'informer sur le contenu du PPU, visionner la synthèse et se procurer le guide du participant. Ensuite, vous pourrez vous inscrire pour assister à la rencontre d'information et d'échange qui aura lieu le 26 mai à 19h. Les inscriptions se font sur le site Repensant Laval. Enfin, vous pourrez envoyer votre mémoire contenant vos commentaires, vos recommandations avant le 16 juin 2021 en le téléchargeant sur repensantlaval.ca/centre-ville. Merci Myriam. On retrouve notre invitée Audrey Gaussiran, danseuse, chorégraphe. On va parler de Portrait dansé qui a été nominé pour l'œuvre de l'année du Calque en 2019. Parlons un peu de cette œuvre qui a vraiment marqué les gens, puis notre chroniqueuse en passant. Oui, ben en fait, ça a été une pièce pour moi qui m'a permis de plonger vraiment dans la création. Donc, avant 2016, j'étais plutôt interprète en danse. Donc, je dansais pour d'autres chorégraphes. Puis, à partir de 2016, je suis revenue à Laval. Après avoir dansé, j'ai beaucoup voyagé. Puis, j'avais vraiment envie de développer ma signature chorégraphique et aussi de me plonger dans mes racines, donc au niveau du territoire. Donc, moi, je suis native de Laval. Et j'avais envie de travailler avec des danseurs lavallois pour mettre en valeur différents individus et aussi le territoire lavallois naturel, donc physique. Donc, c'était vraiment une démarche pour me découvrir. Donc, et comme vous avez vu, souvent, je ne suis pas nécessairement centrée sur moi-même quand je crée, donc j'ai beaucoup un aspect qui est ouvert à l'autre.
Et justement, je voulais partir de l'autre, de l'individu, de son unicité pour créer dans Portrait dansé. Donc, je m'intéressais à quelqu'un qui avait quelque chose, un charisme, quelque chose au niveau de l'interprétation que j'aimais. Et puis après ça, j'allais approfondir. Donc, il y avait beaucoup de discussions, il y avait des entrevues qui nourrissaient le processus pour ensuite aller créer des improvisations et finalement une structure, une chorégraphie qui était filmée dans un lieu lavallois qui était représentatif de la ville, mais aussi représentatif de cet individu-là. Donc, il y avait toujours un lien important de cet individu, de ce danseur-là, avec le lieu choisi pour filmer. Donc, au niveau de la découverte chorégraphique, c'est sûr que moi, j'ai amené mon mixage, trouvé une façon de le faire avec quelqu'un d'autre que moi. Et puis aussi au niveau du médium. Donc, on n'était pas dans une salle de spectacle, on n'était pas dans un lieu traditionnel pour la danse. Donc, je voulais travailler avec la vidéo-danse, donc un médium complètement différent. Filmer la danse, c'est autre chose que juste de la performer devant un public. Donc, ça aussi, ça m'a amené beaucoup à me découvrir, à voir comment j'aime travailler d'autres médiums, quel angle de vue. C'est comme dans ça, il y a certains angles qu'on aime, des choses qu'on peut se permettre de se rapprocher. Donc, quand on est sur scène, le public est souvent à une certaine distance, donc on ne peut pas voir tous les détails. Et là, avec la caméra, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que je pouvais m'approcher et dire « Ah, dans tel mouvement, dans telle séquence de mouvement, c'est vraiment le travail de la main que j'aime, c'est vraiment le travail des pieds que j'aime. » Et là, je pouvais cadrer ça pour amener le public à regarder exactement ce que moi, je trouvais intéressant. Donc, ça a été vraiment un processus vraiment de découverte et pour moi, aussi la reconnaissance que ça a amené, le support de la Ville de Laval, parce que ça a été subventionné par le CAL de la Ville de Laval au niveau de la création. Puis après ça, la nomination 2 ans plus tard, en 2019. Pour moi, c'était vraiment comme, OK, on démarre la carrière de chorégraphe. Ça a été un support qui m'a beaucoup aidé, qui m'a encouragée. Parce que le monde des subventions comme artiste, c'est pas toujours facile. Ouais. Donc, ça a été vraiment un gros coup de pouce là, pour pouvoir démarrer cette nouvelle carrière de chorégraphe que j'amorçais. OK. Ça prend une certaine expertise aussi. Donc là, vous sortez complètement de votre champ de confort d'interprète et même de chorégraphe parce que vous me parlez de caméra. Donc, vous avez dû aller faire d'autres formations, aller découvrir d'autres compétences pour y accéder, j'imagine. Oui, avant les 3 portraits lavallois, j'ai fait 4 portraits de façon autodidacte. Donc là, j'ai beaucoup appris sur l'utilisation de la caméra. C'est moi qui ai tout filmé les 4 premiers portraits dansés que j'ai faits et j'ai trouvé ça extrêmement difficile parce qu'au niveau de la technique, l'utilisation de la caméra, c'est un monde en soi. Oui. Donc, quand on est chorégraphe, danseuse, on ne connaît pas nécessairement tous les rouages pour filmer. Après ça, quand j'ai fait portrait dansé, j'avais un artiste avec moi, Benoît Jones-Vallée, qui était un artiste lavallois également, qui était excellent, qui avait un superbe œil pour la luminosité, les angles de vue. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, j'avais déjà travaillé avec la caméra. Je m'étais déjà prêtée au jeu d'être derrière la caméra, donc je savais qu'est-ce que je voulais. J'étais capable d'avoir une certaine direction artistique aussi au niveau de la caméra. Donc, oui, ça a été un processus de m'apprivoiser ce médium-là, mais je pense que j'aurais pas été capable de faire une aussi belle collaboration avec mon vidéaste si moi, je n'étais pas mouillée avant. C'est ça. Et parlons des portraits, des 7 portraits qui sont tous lavallois, si je me fie à ce que vous dites. Y en a-tu d'autres qui étaient plus difficiles à faire, plus faciles ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces 7 que vous avez choisis, en fait? Donc, les premiers que j'ai faits, il y avait des artistes de Montréal, il y avait des artistes il y avait une danseuse de Calgary aussi, des artistes lavallois aussi. Donc, il y avait plus un mélange. Donc, c'était moins axé sur le territoire lavallois. Mais un défi, en fait, important qui était intéressant, c'était de travailler avec un non-danseur. Donc, parmi les 4 portraits, j'en ai fait un avec Marc Borges, qui est un artiste plutôt peintre. Et c'était la première fois que je travaillais avec un autre danseur. Donc là, tout le défi, c'était de communiquer des demandes au niveau du mouvement à quelqu'un qui n'a pas de vocabulaire en danse, qui
qu'on doit trouver d'autres façons de diriger. Donc ça, c'était un défi. Et sinon, j'ai appris beaucoup de ces portraits-là parce que là, je travaille vraiment seul à seul avec un individu. Donc, je dois trouver une synergie avec l'interprète. Ça, je pense que c'est un aspect du travail chorégraphique qu'on n'aborde pas nécessairement toujours, mais quand on est en studio avec un danseur, il faut trouver la façon de le nourrir, la façon de l'inspirer. Donc, et là, en étant seul à seul, il faut vraiment rentrer dans l'énergie de ce danseur-là, mais en même temps le diriger. Donc, c'était vraiment un travail, il y a beaucoup de communication, mais aussi un peu de la psychologie même, je dirais, trouver la bonne façon pour que le danseur donne son maximum. C'est aussi, j'ai appris que c'est vraiment, c'est exigeant de faire des vidéos danse. Moi, j'en ai fait comme interprète. Il faut être capable de refaire, parce que là, ce qu'on voit, c'est le produit final. La personne le fait une fois, c'est fantastique, mais avant qu'on fasse ça, on a filmé la même séquence 3, 4, 5, 10 fois pour avoir la meilleure. Et un danseur qui doit exécuter, disons, un grand saut qui est exigeant, si je lui demande de faire 10 fois le même saut, mais la 10e fois, ce ne sera pas nécessairement la meilleure. Donc, il y a vraiment un travail par rapport à la vidéodanse de dire, OK, il faut sélectionner un peu le travail qui est plus exigeant physiquement, le faire au début pour s'assurer que le danseur a l'énergie pour le faire. Ensuite, aller chercher des prises de vue qui sont moins exigeantes pour lui. Donc, il y a ça aussi qui rentre en compte avec le danseur, c'est qu'il y a une capacité physique qui n'est pas illimitée non plus à gérer. Puis, en tant que directrice artistique d'un projet comme ça, il faut avoir ça, en fait. Okay. Est-ce que cela veut dire maintenant, Audrey, qu'on va plus vous voir en réalisation comme chorégraphe ou comme interprète? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de nostalgie d'aller danser, disons, la Traviata, comme vous l'avez fait dans le passé? La nostalgie de danser. En fait, je danse encore souvent mes œuvres, comme Contre-Pollen, qui est la pièce que j'ai fait après Portrait dansé. C'est une œuvre solo où est-ce que je danse. Donc, j'ai souvent ce double chapeau de chorégraphie et danser. Mais faut pas se le cacher, le corps vieillit. Et comme danseuse, après un certain temps, moi, ce qui me nourrit de plus en plus, c'est la chorégraphie. Et je suis correcte de ne pas être toujours sur la scène. Donc, j'ai eu mes moments vraiment de gloire sur la scène. Puis maintenant, je choisis vraiment quand j'ai le goût de performer et quand j'ai le goût de chorégraphier. Des fois, c'est moi qui chorégraphie, qui interprète sur la scène mon œuvre. Des fois, c'est un ou l'autre. Donc, je pense que c'est l'évolution aussi d'une carrière de danseur, d'aller d'un à l'autre. Mais aussi, je trouve qu'il y a une valorisation qui est intéressante à faire du corps vieillissant du danseur. Donc, je ferme pas la porte à être sur scène encore. Je vois encore plusieurs années à jouer entre les deux. Voilà. Vous avez l'impression, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire comme une revue de votre carrière, puis de tirer une conclusion. Moi, je vous vois très, très jeune encore. Est-ce que c'est ça? Je trouve ça incroyable. C'est comme une carrière où la jeunesse est très... comment on appelle ça? Des carrières souvent brèves, hein, comme danseuse. Mais si vous faites le point actuellement, qu'est-ce qui a été le plus valorisant pour vous et quels sont les projets pour finir? Y a-t-il encore des projets? Le plus valorisant, je pense que ça a été de mettre sur scène mes propres idées. Parce que j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière. J'ai beaucoup travaillé comme interprète. J'étais beaucoup en demande. Je faisais des auditions, ça fonctionnait. Donc, j'ai jamais manqué de travail, mais c'est un peu un couteau à double tranchant parce que j'ai pas toujours eu la chance de m'exprimer moi, à cause que j'étais choisie pour faire un chorégraphe, donc j'exprimais la vision d'un chorégraphe. Donc, ce que je trouve le plus valorisant, c'est mes réalisations, où est-ce que finalement j'ai réussi à mettre sur scène qu'est-ce que moi j'avais comme vision, puis de voir ça puis de le partager avec le public. C'est comme un autre niveau pour moi. C'est comme si j'arrive à vraiment une expression artistique plus grande, un peu comme les chanteurs, on a l'interprète qui fait que chanter la chanson de quelqu'un d'autre ou l'auteur, compositeur, interprète qui a tout fait,
Puis là, il y a quelque chose de vraiment complet. Donc, quand moi, je danse sur scène, ma propre création, ma propre idée, là, je suis dans l'équivalent de l'auteur-compositeur-interprète, puis c'est tellement satisfaisant. Donc, je dirais peut-être, à date, ce serait Contrôlène, ma plus grande réalisation pour moi. Puis aussi, le succès que cette pièce a encore, ça tourne malgré la pandémie, on a été en Abitibi. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment un échelon. Mais faut dire que je vois pas ça comme la fin de ma carrière. Tant mieux. Merci beaucoup, Audrey. On va se quitter avec ce coup de cœur de la rédaction, Portrait dansé que Myriam Matondo va vous présenter. N'hésitez pas à nous écrire pour nous donner vos impressions ou si vous voulez participer à l'émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Portrait dansé est une réalisation d'Audrey Gossiran, interprète et chorégraphe, une série de vidéos danse incluant 3 interprètes lavallois dans le décor naturel du territoire lavallois. J'aime travailler la colonne vertébrale, le mouvement plus sinueux. Puis aussi, je te dirais qu'il y a des mouvements comme un peu plus cassés, angulaires. Authenticité, je pense que c'est un bon mot aussi. Je pense que c'est important. Ça me caractérise bien. Je pense que j'ai une tendance vers le côté sombre. Puis c'est peut-être aussi une forme de thérapie que j'utilise. J'utilise la danse pour justement projeter mes côtés plus sombres parce que je pense que je le fais pas nécessairement personnellement. C'est quelque chose que j'ai peur, que j'ai de la misère à mettre le doigt dessus verbalement. Fait que la façon que j'ai trouvé de le sortir de moi, c'est vraiment en dansant, tu sais.